Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans la FDM Toulouse Foot du vendredi, la seule émission de la bande FM qui parle du TFC. Comme d'habitude, on est ensemble pendant une heure et on vous souhaite la bienvenue ce soir. Bienvenue si vous nous regardez en live, bienvenue si vous nous écoutez en replay et en podcast. Équipe réduite ce soir, équipe performante, je l'espère quand même. Ça fait du bien de revenir un vendredi. C'est le dernier avant-match de cette saison, la dernière preview, mine de rien, la dernière journée de Ligue 1 qui arrive. Je vous présente ceux avec qui on va pouvoir en parler. C'est la 374e ce soir. Et à côté de moi, le gardien de la technique vidéo et des réseaux sociaux, ça bouge pas, c'est toujours Vincent. Eh ben oui, il n'y a pas eu d'arrêté préfectoral pour me dire de ne pas venir à l'émission. Donc je viens. Voilà. Ouais, il vous a volé votre vanne à chacun, je suppose. Merde, c'était ça presque, je vais essayer de faire une variante du coup. Allez. Défenseur de la feuille de match, fidèle au poste. Plus en forme que dans quelques heures dans le bus plein de gras et de bière, c'est Fred. Comment ça va? Ça va. Je vois que sur le drive, je t'ai marqué comme point d'interrogation. Les gens s'interrogent sur toi, Fred. Toujours. Tu nous intrigues. C'est ça. Le mystère. Milieu de terrain. Justement, il est à ta droite. Ça fait plaisir de le revoir en plateau avec nous, Arthur. Tu vas bien? Ça va, merci. Je suis milieu de terrain ou défenseur? Je me trompe à chaque fois. J'ai l'impression que j'étais défenseur. T'es censé être défenseur, mais Fred, on a besoin de solidité ce soir. Donc Fred va jouer derrière. On n'est que 5, c'est une équipe de futsal, donc c'est vrai. tout à la fois. Là. Alors du coup, est-ce qu'on n'aurait pas eu un arrêté préfectoral limitant le nombre de chroniqueurs et d'animateurs pour la feuille de match? On n'a pas le droit de le dire encore, mais c'est possible. Il y a des négociations qui sont en cours. Ça se joue dans les bureaux, tout en haut là. Toujours. Et attaquant de la feuille de match ce soir, retour du Pichoun, retour de Elliot qui est en cabine. Vous verrez pas son beau visage, mais il est bien là. Comment ça va? Il y aura toujours la belle voix. C'est appliqué. Content d'être là ce soir. Je vais essayer un nouveau truc. Je vais faire une émission sans feuille de route. J'ai absolument plus de batterie. Je vais faire à l'instinct. Excellent. Et on verra ce que ça donne. 3, 2, 1 jingle. J'étais prêt. Pour le piéger, j'ai une question. C'est quoi le match de demain? C'est TFC contre Rennes, on est d'accord? C'est ça, c'est bon, t'es à jour. C'est en plus à domicile, c'est au stadium. Oui, c'est au stadium. Tout à fait, tout à fait. 15h, tu seras prêt? 15h, oui, je serai là, ouais. Bon, vous l'aurez compris, c'est pas le match du week-end. N'écoutez pas les Anglais, ils disent toujours n'importe quoi. Ça, ils jouent pas la Coupe d'Europe. Le programme de cette émission, ce sera comme d'habitude les actus. Le programme de ce week-end, il y a beaucoup de dernières journées, d'avant-dernières journées pour toutes nos équipes qui vont terminer leur saison gentiment. On vous donnera tout le programme. Le débat, on le fera sur le Stadium, débat un peu original. C'est l'équipe, vous l'avez peut-être vu passer, qui a sorti son classement des stades du championnat de France de Ligue 1. On débriefera un peu ce qui se dit sur nous et puis voir les axes un peu d'amélioration pour voir qu'est-ce qu'on pourrait améliorer quand on va dans notre cher Stadium qui va nous manquer, puisque ça y est, la saison est terminée du côté des tribunes, de notre virage ou des autres honneurs nord et honneurs sud qu'on aime tant. Et puis la preview de ASSE TFC avec Pierre qui sera avec nous par téléphone, ancien de la feuille de match, on va glisser dans l'oreillette, qui sera au téléphone avec nous. Et puis avec vous aussi, on est en direct sur tous les réseaux sociaux. Si vous pouvez trouver la feuille de match, normalement on est sur YouTube, sur Twitch, sur Facebook, sur X. Et puis on est aussi à la radio sur Radio Occitania 98.3. Vous pouvez d'ailleurs nous appeler au 05 61 80 40. Si jamais j'ai oublié Twitch. Ouais. Je vous salue les Twitchers, je vous vois en plus, je vois vos pseudos. Donc n'hésitez pas à nous suivre, à poster vos commentaires. Et puis je le disais, si vous voulez appeler 05 61 80 40 40. En plus on va parler du Stadium, donc si vous avez des expériences, des anecdotes à raconter sur ce sujet-là, n'hésitez pas, on prendra vos avis aussi. Est-ce que tu peux nous donner le nom des gens qui nous font l'honneur d'être avec nous ce soir, Vincent? Sur Twitch, on a ABCDGod31, on a aussi Freefly, sur YouTube, on a Assura, et sur Facebook, on a Olivier. On salue tout le monde. On salue tout le monde, effectivement. On salue aussi nos absents. On est 5 ce soir, mais on pense quand même fort à eux. Nathan, qui prépare le déplacement des Andy Tolosa, qui ont fait un gros coucou. Et puis tous les autres, Camille, Clément, Oxens, Ben, Clément, Mathilde, Mehdi et Rémi. Je crois que ça fait les 14, c'est bon. Nadia aussi. Nadia qui... Ouais, ne doit pas être loin. Rémi, t'as dit? Rémi, j'ai dit, ouais. Ah oui, donc je pense que tout est bon. Et puis nous, on est parti pour la 374e. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Déjà 374. J'espère qu'il y aura des surprises pour les futures émissions. On se rapproche. La 400e. Sur de la 400e. La 400e, ça va être quelque chose. Ouais. Ah oui. Abonnez-vous. Abonnez-vous, ouais.
Abonnez-vous à la feuille de match, mais aussi au Stadium l'année prochaine, puisqu'il y a les premières infos qui viennent de tomber sur ce sujet, Vincent. Effectivement, vous avez dû recevoir un mail, ça concerne des personnes qui sont hors groupe de supporters. La campagne d'abonnement démarre ce mercredi 21 mai avec un tarif abonnement de base et le pass Tojon Mine à 30 €. Pour les abonnés actuels, votre place est automatiquement réservée sur votre compte client. Et il suffit de valider et de payer jusqu'au 30 juin. Au-delà du 30 juin, donc vous perdez votre place et en plus, prendra 20 € supplémentaires. Pour les tarifs, du coup, on a la tribune famille qui a un tarif unique, c'est du côté de la tribune Christophe Revaux. Comme en Bristaton, il y a une différenciation entre le tarif haut et le tarif bas. Il y a toujours 40 € d'écart entre les deux virages, entre l'abonnement virage Revaux et un virage Taton, que ce soit un réabonnement ou un premier abonnement. Il y a un tarif jeune 12-25 ans qui dans les tribunes jeunes. Et après, on a des tarifs qui partent de 349 € en quart de virage et qui vont jusqu'à 899 € en place du Capitole. Et 20 € de moins pour les personnes qui se réabonnent. On espère que, je sais pas, je pense que tout le monde compte se réabonner ici. Après, je pense qu'on est tous parlé de supporters ici. Puis on est dans notre formule, mais bon, il y avait une petite baisse évidente du nombre d'abonnés puisque il y avait plus la saison qui se refait sur la Coupe de France, Coupe d'Europe, etc. Mais bon, on a quand même réussi à maintenir un bon chiffre cette année. Le virage brise d'ailleurs est quasiment rempli d'abonnés, donc on espère que c'est une dynamique qui pourra se poursuivre pour la saison prochaine, d'autant plus que bon. Niveau tarifaire, il n'y a pas eu de gros changements non plus par rapport à la saison dernière. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Ça change au niveau des... C'est déguisé. Oui, voilà. C'est plus en douceur, on va dire. Pour le consommateur de base, il n'y a pas de différence. Voilà, mais on va dire que valent un peu plus, oui, il y a des différences. C'est en douceur. Quoi. Oui, donc voilà. C'est à vous de prendre votre décision si vous voulez vous abonner au Stadium en espérant qu'on voit plus de belles émotions que sur cette saison. Et du coup, pour ceux qui n'ont pas eu d'abonnement, ça sera pas avant le 1er juillet pour espérer en avoir. Ouais, c'est ça. Mais ce sera en plusieurs temps. De toute façon, on vous donnera les infos, même si j'espère qu'au 1er juillet, on pourra être sur le bord d'une plage en train de se détendre après cette saison. Tu rigoles, il y a match amical contre Pau à Saint-Gaudens. Ça sera la seule plage qu'on aura, c'est le lac de Seine. Eh bien, impeccable. C'est pas si mal aussi, non ? Je crois qu'il n'est même pas baignable. On vous donne des nouvelles de notre joueuse Ludivine Bardet qui était avec l'équipe de France féminine U17 pour l'Euro et qui malheureusement était éliminée en demi-finale face aux Pays-Bas. 4-3 au tir au but après un match nul 1-1, donc l'aventure s'arrête ici, même si elle a disputé toute la rencontre, l'intégralité de cette demi-finale. Si jamais vous êtes intéressé pour voir la finale, justement, ça sera demain entre les Pays-Bas et la Norvège. Donc bravo à notre pitchoun quand même qui a su arriver jusqu'aux demi-finales. C'est une bonne expérience pour les premières sélections, équipe de jeunes, surtout qu'on sait que chez les filles on en a beaucoup qui toquent à la porte aussi des sélections maintenant, donc ça fait toujours plaisir à voir. 3 matchs titulaires sur 4 et un but, mine de rien. C'est comme une belle perf. Puis elle joue quand même avec les U19, je crois même qu'elle a fait quelques apparitions dans le groupe de D2, donc elle est quand même sacrément en avance aussi. Et il y a une autre joueuse du TFC qui a 17 ans aussi, qui a fait parler d'elle cette semaine. Oui, effectivement, parce que les féminines n'attendent même pas la fin de la saison pour agiter la rubrique Mercato, puisque la pépite Mimi Tibironi prolonge son contrat. Elle a donc 17 ans, comme tu dis, Sacha. Elle arrive au TFC en 2023 depuis sa Martinique natale. Elle est internationale U19, elle a disputé quelques rencontres en D2 malgré son jeune âge. Et elle n'est pas la seule à prolonger, puisqu'elle prolonge aux côtés de l'expérimentée défenseuse Anaëlle Anglais, qui n'a joué que 8 matchs cette saison en raison d'une blessure au tendon d'Achille, mais on compte sur elle et son expérience. Elle est passée notamment par la D1 à Montpellier et par les équipes de France jeunes pour jouer le titre en seconde ligue la saison prochaine. Ça fait du monde quand même. Chaque émission, il y a 2 ou 3 noms qui s'ajoutent à cette liste de joueuses qui seront là l'année prochaine en seconde ligue. Ça fait plaisir. Puis ça fait aussi, quand c'est des jeunes joueuses, je pense que pour ceux qui étaient au Stadium dimanche dernier, vous avez vu de quoi elle était capable, Bironienne. Donc on est très heureux de pouvoir compter sur elle la saison prochaine. La saison prochaine, c'est la bonne pour la montée. Oui. On espère, ouais. Le scénario est long quand même. Le scénario TFC, Montagnier, Garande, tout ça, vous connaissez. La belle histoire. Et après on prend la coupe. Allez. Exactement. Coupe de la Ligue bientôt déjà. Dernière coupe de la Ligue, ouais. Derrière nous sur nos jeunes, c'est le pitchoun Théo Léninger, j'espère qu'on prononce comme ça, qui est avec les U16 et qui aujourd'hui a participé à une finale, mais pas sportive. C'était la finale du projet d'éloquence nationale, donc il a été du côté de Versailles, pour ceux qui connaissent la galerie des batailles du château de Versailles, donc quand même un décor qui envoie un petit peu. Majestueux. Donc pour participer à tout ça, il a pas fini sur le podium, pas décroché de médaille, mais ça reste quand même une
une belle expérience pour lui et des beaux souvenirs, je pense. Ça fait quelques années maintenant qu'il y a des jeunes du TFC qui sont dans ces trucs-là. Toutes les informations sont le fond et du coup, on connaît le TF avec tous les engagements citoyens. C'est quelque chose qui compte beaucoup pour eux. Il s'est mis en valeur. On lui souhaite finale nationale, on lui souhaite d'en connaître d'autres, mais cette fois-ci sur le terrain avec le TF, ce serait mieux aussi. Oui, totalement, oui. Puis peut-être qu'à Versailles, il aurait pu prêter un ou deux joueurs du TFC actuel. C'est vrai. Bon, je suis méchant. Désolé. Je remplace Rémi qui n'est pas là, donc du coup, on serai le méchant du groupe ce soir. Le gros dossier des actualités, messieurs, ça concerne le TEF, mais pas que, puisque ce qui a fait du bruit cette semaine, vous l'avez certainement vu, c'est toutes les propositions autour du renouveau du foot français et sur le sort de la LFP. Vincent. Ouais, j'espère que vous êtes prêts. Je vais prendre mon souffle. C'est RMC qui en a parlé le mieux. Donc la LFP en tant qu'entité juridique serait tout simplement supprimée. À la place, donc, on aurait une société de clubs professionnels qui serait créée, dont les actionnaires seraient les clubs eux-mêmes. La FFF et le fonds d'investissement CVC, déjà les 13% de l'organe dont on ne peut pas se débarrasser vu le contrat qu'on a à vie avec eux. Donc la FFF conserverait une action préférentielle avec un droit de veto sur les grandes décisions comme les formats de compétition et ou les montées et descentes. On va dire toute la partie sportive, ça serait récupéré en fait par la FFF tout simplement. L'idée c'est de sortir du schéma actuel où la LFP gère surtout les aspects commerciaux. Donc cette société aurait le pouvoir d'organiser les championnats. C'est le modèle qui est actuellement en première ligue et ils ont bien insisté, notamment Philippe Diallo, président de la FFF, qui prenait en compte les spécificités françaises. Donc il n'y aurait plus d'élection à la tête de la ligue puisque ça serait une entreprise classique, conseil d'administration, etc. Il y aurait un conseil de surveillance qui réunirait joueurs, entraîneurs, arbitres ou encore personnes administratives pour compléter le dispositif. Et le modèle pourrait rentrer assez vite, puisqu'on en parle pour la saison 2026-2027. On a le projet de loi qui va être étudié au Parlement, normalement avant l'été. Et il y a déjà des sénateurs, donc c'est les sénateurs Lafont et Savin, qui travaillent sur cette proposition qui devrait être examinée au Sénat le 10 juin prochain. Donc si la navette parlementaire fonctionne, ça peut aller assez vite. La FFF veut aussi imposer des règles de gouvernance, des nouvelles règles de gouvernance, des règles financières pour assainir la situation de nombreux clubs, puisque c'est le gros souci qu'on a actuellement, c'est qu'on a beaucoup de clubs qui passent pas vraiment les critères de la DNCG. Il y aurait le plafonnement de la masse salariale avec des ratios encore plus stricts, en dessous des 70% actuels du chiffre d'affaires. On aurait la limitation du nombre de contrats professionnels au sein de l'effectif, donc fini les effectifs à la Chelsea à 80 joueurs par équipe. Nouvelle répartition du droit TV, avec l'idée de mieux équilibrer les revenus entre les gros clubs et les plus petits budgets. Et même si le principe des footballs élitistes porté par Vincent Labrune et les gros clubs qui touchent plus, c'est pas totalement remis en cause non plus, mais la LFP veut garantir un minimum de compétitivité dans les championnats et donc un rééquilibrage nécessaire pour maintenir l'intérêt du public. Et donc ça irait aussi de pair avec les projets de remettre la main sur les droits télé, la fameuse redistribution par la chaîne LFP. C'est ça surtout l'important, c'est ce qui est proposé derrière. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais tout ce truc de salary cap, d'essayer d'avoir une meilleure redistribution, d'essayer d'un peu changer les choses, c'est ce qui est demandé par une partie du public aussi depuis un moment, parce que la LFP elle porte pas que des tout le monde la porte pas dans son cœur dans les paysages du foot français. Elle n'aura pas eu une si longue vie parce qu'en fait LFP c'est fin 90 début 2000 si je dis pas de bêtises, parce qu'avant c'était ça reste plus vieux que moi. C'est pas faux. Ça fait 30 ans quand même. Ouais, non, mais mine de rien, enfin, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de pays qui remettent en cause ce genre d'organisation, de système. Donc, c'est quand même bien de ce qu'on voit, de ce qui fuite, et surtout RMC Sport qui donne le plus d'infos, on a quand même l'impression qu'il y a une unanimité des clubs pour mettre fin à la LFP, même la Brune lui-même qui est plutôt pour sauter. Ça a l'air d'être trop beau pour être vrai, je sais pas. La Brune ok pour sauter, je trouve ça louche. Mais ce que tu dis, c'est qu'il y a des choses très intéressantes en fait, évidemment. Mais moi je pense que la Brune il est content parce que il a un contrat pour encore 3 ans, donc il va toucher de la thune à rien faire, le monsieur. Donc je pense que ça lui va d'être en vacances avec les Chécos acceptable. Oui. Je sais pas. Non, disons que c'est on s'aperçoit enfin que c'est un peu la fin d'un système, d'un modèle. La fin d'un système de gouvernance, et que la Ligue est arrivée au bout du truc, mais bon, j'ai envie de dire, elle a qu'à s'en prendre qu'à elle-même, parce que c'est tous les gros problèmes sont générés par la Ligue elle-même, quoi. Problème de gouvernance, problème de beaucoup de copinage, beaucoup d'entre-soi, voilà, donc
Et donc la Fédé souhaite reprendre la main. Alors après, est-ce que Diallo, dans quel but il fait ça aussi? Parce que ça reste de la politique et tout ça. Mais voilà, donc on s'est rendu compte que on arrivait, donc on est rentré dans le mur. On est dans le mur et on s'est dit on va pas l'exploser, quoi. On va essayer de faire machine arrière et de retrouver autre chose. Alors après, ils ont toujours quand même des termes qui font rêver. Hein. Ils disent une première ligue à la française, comme disait la Ligue 1 des talents, tout ça. Voilà. Farmer League. On va pas non plus s'emballer, mais ça, voilà, c'est quand même bien qu'ils s'en rendent compte. J'espère que ça sera pas que des vœux pieux et que voilà. La FFF a tout à y gagner parce que Diallo, concrètement, il voit son pouvoir faire x2, puisqu'il aurait la main sur le foot amateur, le professionnel, le foot national. Donc à partir de là, c'est quand même gagnant-gagnant. Ça, quoi. Je pense que le foot amateur, ils avaient la main dessus, mais je pense qu'ils voulaient vraiment avoir la main sur le foot professionnel, qui restait quand même la partie qui intéresse tout le monde, quoi. On ne va pas se le cacher. Le foot professionnel, c'est là où il y a la plus grosse richesse à en tirer, quoi. Voilà. Mais après, c'est quand même un sacré boulot, parce qu'il y a beaucoup de clubs qui sont très très mal en point, et pas qu'en Ligue 1, en Ligue 2, même le national, c'est un championnat mais qui a un friche complet. On n'est pas encore à la Ligue 3. Ouais. Non, il y a beaucoup de boulot. Mais moi, je pense qu'on va rentrer dans une époque d'austérité. Alors, si jamais toutes les mesures qui sont que tu as énoncées, Vincent, ça s'applique, oui, donc on va réduire la voilure sévèrement, mais t'as pas le choix, quoi. Donc après, c'est sûr, il ne faudra pas s'attendre à avoir des grands joueurs, peut-être, il ne faudra pas s'attendre à avoir des résultats mirobolants en Coupe d'Europe, hormis Paris, et peut-être Marseille ou Monaco qui arriveront à s'en sortir, quoi. Et j'espère qu'il y aura aussi un rééquilibrage de ces ressources, quoi, que le plus grand nombre puisse profiter, puisse croquer dans le gâteau et pas seulement que des miettes, quoi. Ouais, mais est-ce que ça peut être aussi une espèce de protectionnisme à la française où on arriverait à garder peut-être un peu plus nos talents? Vu qu'en réduisant les effectifs, en limitant le salarié cap, logiquement tu vas moins recruter à l'étranger, donc tu vas te faire plus confiance, c'est des talents français que tu vas faire éclore plus tôt, peut-être. Après, les joueurs, Vincent, tu le sais, ce qu'ils cherchaient. Ils partiront toujours aussi. Oui, il n'y a pas que l'amour du maillot, Vincent. Il n'y a pas que. Je me dis que si tu n'as plus que 20 joueurs de 25, enfin, je sais, les chiffres sont pas bons, mais je me dis que tu peux peut-être plus blinder un contrat d'un joueur plus facilement, puisque tu as une masse salariale moins élevée. Ouais, mais ça je sais pas, jamais les niveaux. Je crois perdre encore. Hein. Les pépites, là, comme on les appelle, tous ces jeunes qui percent, quoi, à mon avis, bon. Ailleurs, ils trouveront l'herbe beaucoup plus verte que chez nous. Mais. Par contre, en ce qui nous concerne, nous, directement, en tant que Toulouse FC, ça peut nous aller, non? Ouais, ça va un peu plus le ventre. On va voir si vraiment la bonne santé, entre guillemets, financière de Toulouse donc servira à quelque chose, quoi. Sur le coup, c'est le genre de choses pour lesquelles, tu l'as dit, il y a plein de clubs qui sont en danger. C'est vrai que nous, dans notre situation, on est en position de regarder ce qui va se faire et de voir si on ne peut pas tirer profit à notre avantage, puisque jusqu'ici, on est quand même un club qui est, financièrement parlant, pas si mal géré que ça, pour pas dire bien. Donc moi je suis curieux d'avoir les évolutions de tout ça. On parle d'évolution du championnat, dans la gouvernance, sur le sportif aussi, tous les autres aspects qui sont sortis cette semaine, les play-offs, les je sais pas quoi. Il y a plein de choses qu'on discute qui vont changer. Donc là, on parle de 2026-2027 quand même, ça arrive dans un futur proche. Donc, moi, je suis curieux de voir. Est-ce qu'il y a des réactions sur les réseaux, Vincent? On a ravi sur ça aussi. On a deux sur Twitch, on a BCD God 31 qui nous dit: je suis pas fan de ce président Diallo et le schéma fait peur. Il faut penser à l'Europe. On a besoin de locomotives. Il faut penser à l'organisation de la Coupe de France, par exemple. Ça fait moins rêver que la LFP et ça va être aussi compliqué de vendre ce championnat à l'étranger. Et pour lui, les top joueurs vont quand même se barrer, quoi. Et pour Fumo nous dit foot pro égale caillasse, faut pas chercher plus loin. Ouais. On parle pas de Caisse des bus, évidemment, ça on laisse ça à Marseille. On parle vraiment d'argent. Le groupe de travail, je crois, donc était présidé entre guillemets, donc par Damien Comolli. Exactement. Notamment. Ouais. Sur redynamiser le championnat avec des pistes. Voilà. On peut en parler, c'est le fameux truc qui est sorti. Hein. Ouais. Les barrages, les playoffs comme au rugby entre les 6 premiers ou les 4 premiers, comme c'est la première ligue. Alors oui, ma première ligue, pardon. Plutôt comme la première ligue, parce que sur le rugby, c'est un système, on a l'impression que c'est le même, mais déjà il y a moins de clubs. Et puis j'oublie pas que, il me semble que vous me corrigez si je me trompe, mais sur le top 14, quand il y a des trêves internationales, les clubs jouent quand même. Oui. Donc pas toutes, mais oui. Ça fait des espèces de doublons où ton championnat
il est un peu en dedans, et donc tu as cette phase finale où là tu as les équipes qui ont l'effectif parfait au meilleur de leur santé au moment de la saison, où tout le monde peut s'affronter et voir qui est le meilleur. Déjà, tu as franchement un effectif de rugby top 14, tu as 40 joueurs quasiment. Pour réussir à tenir la saison, tu as les doublons quand tu dis internationaux, et en final tu vois des types comme Dupont, s'il n'avait pas été blessé par exemple cette saison, il aurait peut-être fait, je tiens une connerie, mais un championnat hors phase finale, il aurait fait 10-12 matchs. Et puis surtout en rugby, c'est un truc ça, alors avant on appelait ça les phases finales, mais qui existent, mais j'allais dire, mais depuis des siècles. C'est dans la culture et aussi. Ça existe depuis en bas. C'est-à-dire, tu pars de la 4e série jusqu'à des championnats 14, de France, il y a des championnats régionaux. C'est comme ça. C'est quart de finale, enfin c'est 8e, quart, demi et finale. Championnat de France, bim, quart, demi. Enfin voilà, c'est des trucs. Donc j'allais dire culturel, oui, c'est la culture d'un sport, quoi. Nous, ça serait vraiment nouveau. Là, pour le coup, ça ressemble vraiment à ce qui a été mis en place du côté des filles, où on se dit qu'en fait, tu rajoutes quelques matchs pour se dire que c'est peut-être pas Lyon ou le PSG qui va gagner chaque année, et d'avoir un espèce de suspense, de maintenir l'enjeu jusqu'à la fin. Mais vas-y, Arthur. Ouais, non, je pense en Belgique, c'est pas un peu la même chose. C'est play-down et play-off. Ouais, je sais même pas s'il n'y a pas une phase au milieu pour une dernière place qualificative en Europe, en conférence ou un truc du genre. Mais ça fait plus deux champions, enfin j'allais dire 3 championnats en fait. Le premier, sur 10-15 journées, qui décide de 2 championnats, donc les play-offs et les play-down. Et donc chaque champion, donc le play-off je crois qu'ils sont 6 ou 7, et les play-down... pareil, oui, ils visent en 2, 6 ou 7 aussi. Donc tu as quand même un peu une notion de championnat encore, tu vois. Ouais, enfin c'est quand même particulier, quoi. On n'est surtout pas habitué à ça, quoi. Alors, autant je trouve que l'innovation qui a été mise en place pour les montées nationales Ligue 2, Ligue 2, Ligue 1 avec le barragiste, je trouve ça super sympa pour le coup. Je sais pas. Sachant que moi je trouve que c'est encore un truc qui est fait pour avantager les gros clubs, et que ton petit club de Ligue 2 qui va faire 3e, il va devoir jouer en 2 matchs en plus pour gagner potentiellement sa place. Sachant que les calendriers sont déjà hyper chargés. Bon, on s'est sauvé grâce à ça, hein, oui. Moi j'aime bien. Mais si je suis honnête, en soi, moi je vois ça comme un truc qui est encore fait pour avantager les clubs qui sont dans l'élite, et qui pour éviter d'avoir ou rajouter des matchs et rajouter du spectacle. Je sais pas, parce que j'ai quand même l'impression que la Ligue 2, c'est quand même des années que c'est ultra serré. En fait, on a toujours 2 premiers qui sont devant, puis après c'est serré de la 3e à la 8e place. Donc pour moi, ça rajoute une espèce de finale où le 5e a toujours sa chance, parce qu'au final, tu as eu des années où c'était c'est le Lens de Kazan qui ne monte pas au goal average. Enfin, c'est quand même triste de un but sur une saison de ne pas monter, quoi. Mais sur un champion. Après, niveau spectacle, ça reste un peu de l'anonymat, puisque là, ça s'est fait dans la semaine. Je crois que c'est Dunkerque qui a battu Guingamp. C'est ça. Il y a eu, il y a personne qui le sait. Et le prochain match, je crois que c'est donc Metz Dunkerque. C'est ça. C'est demain, il n'y a personne. Voilà, ça, à part les Dunkerquois et les Messins, ça n'intéresse personne. Donc, la finale est quand même plus suivie. Mais alors, première année, ils avaient fait, c'était sec. C'était le 3e de Ligue 2 qui affrontait à l'époque le 18e de Ligue 1, et il n'y avait pas les matchs avant. C'est après qu'ils ont rajouté ces barrages-là. Mais c'est après, je sais pas comment pour ils un veulent titre quand même. Après, je sais pas comment ils veulent l'animer. Je sais pas s'ils veulent ça. Je sais pas s'ils veulent faire ça sur 4 jours, tu vois, genre. Final Four, demi-finale le mercredi. Et puis la finale. Je sais pas, mais samedi, qu'est-ce que ça changerait en fait? Je trouve vraiment que le PSG perdrait. Non. Ça rajouterait des matchs, des gros événements, une phase finale. Moi, je vois surtout le problème à l'inverse, c'est-à-dire que je me dis que des équipes comme Monaco, Montpellier, qui ont été faire des saisons top, ou même une équipe qui se démerderait bien, en fait, on peut lui enlever. Je le vois plus. Leicester, ça serait pas arrivé. Une équipe qui fait l'exploit et qui arrive à finir premier sur la phase régulière peut se faire manger sur la fin, quoi. Tu vois, le Montpellier 2012, ça m'aurait énervé qu'ils finissent pas champion. Le championnat, ça récompense vraiment. C'est la régularité. Ça récompense ta saison, quoi. C'est une course, quoi. C'est champion, c'est pas un vol. Sprint. T'es pas juste en forme 15 jours là. S'il y a des playoffs pendant 15 jours, si t'es en bourre, quoi. Ou inversement, si t'es pas en forme. Voilà. Jouer le titre sur ça me semble. Mais puis vous vous rendez compte, tu fais une magnifique saison et il y a litige arbitral sur la finale. Ça peut amener dans des circonstances, alors que s'il faut, t'avais 15 points d'avance et que c'était réglé. Après, je sais pas comment ils veulent le faire. Après,
Après, ils sont capables d'enrober ça, là, comme je dis, faire un truc, la Final Four, Stade de France, machin, tout. Ah oui, bah, c'est sûr, ils vont mettre le paquet. Hein. Là, Ils vont essayer de nous le vendre. Et là, c'est clairement, c'est pour faire de l'argent, quoi. C'est pour faire de l'argent. Moi, j'aime bien cette hypothèse, gars. Fais ça sur une coupe, quoi. Tu vois. Ouais, bah, une coupe, c'est le principe. Hein. Sur une coupe, tu fais les demi le mercredi, le jeudi, la finale le samedi, c'est déjà plus intéressant. Ok, ça, ok. Mais sur un championnat. Tu fais une super coupe comme il y a dans d'autres. Oui, par exemple, d'autres si tu veux. d'autres championnats, Mais, ça peut faire. je vois pas ce que ça valorise en plus. Je vois pas. Surtout, nous, on a l'habitude du championnat traditionnel. Pour moi, c'est même plus un championnat. Il y a quand même l'excuse de l'enjeu. On se dit que Lyon a une grosse période de domination, le PSG pareil, et je pense qu'il y a plein de gens qui sont peut-être pas piqués par le foot comme nous on l'est, qui se disent qu'en fait, en février, en mars, la Ligue 1 est finie. Mais je vais te prendre le problème à l'envers. Regarde cette année, t'enlèves Paris. Le championnat n'a jamais été aussi passionnant pour la course à l'Europe. Entre le deuxième et maintenant le 5-6e, ça c'est un poil moins resserré, mais il y a encore 3 journées, tu avais 3 points entre le deuxième et le 7e. C'est incroyable. Même le maintien. Oui, parce que du coup, tu mets tes 4 premiers sur un demi-finale. Tu te dis, tu peux faire un championnat à moitié. En fait. Tu peux de la toucher ton championnat en essayant d'être à la top 4. C'est ça. Parce que Marseille peut très bien jouer qu'un match sur 2 et finir top 4. Et bon, c'est ce qui se passerait aussi finalement cette année. Mais ouais, je sais pas. Parce que du coup, en plus, dernière chose, c'est que pour les qualifications européennes, ce serait le championnat. C'est-à-dire, ton 4e, il est qualifié en tour préliminaire, ton 3e, etc. C'est juste après, ton 4e peut être champion de France. Mais il n'obtient pas la première place qualificative. Il est juste. Ouais, du coup, ça fait vraiment l'idée de rajouter des matchs pour faire de la thune. J'ai quand même l'impression que au global, il y a plus de gens qui sont contre, et comme ce que disait Fred, qui sont très attachés au foot français, à ses racines. C'est pas dans la culture de ce sport-là et de la manière qu'on a nous de le consommer. Donc je pense que c'est quand même compliqué d'avoir ce truc-là. Mais ce que tu disais par rapport à l'AFP, s'il y a ces fameux conseil de surveillance ou conseil d'administration qui regroupe un peu tous les acteurs et qui se mettent d'accord pour ce genre de décision. Moi, je suis pas contre qu'on ouvre la réflexion sur comment améliorer le championnat de France et comment trouver des idées pour relancer l'enjeu ou trouver des choses qui font revenir les gens vers le produit. Oui, alors l'idée du ça passe par ça. Non, voilà, il y a des choses très intéressantes que vous disiez tout à l'heure, hein, le salary cap, de mieux répartir les droits TV. Ça, si c'est ça, moi je suis méga chaud. Hein. Après, j'imagine mal Paris et être d'accord, hein, mais bon, faudra voir. Bon, dans tous les cas, ce sera amené à refaire surface, tu as dit, avant l'été. Oui. Tout le dossier va être étudié. Donc, si c'est vraiment 2026-2027, de toute façon, ça va arriver très vite. Donc, on aura l'occasion de... Et juste pour répondre à Foumo qui parle de la Coupe de la Ligue, par contre, du coup, dans ce, Coupe de la Ligue, dans ce bureau d'études pour améliorer l'attractivité, il y avait la Coupe de la Ligue qui, elle, par contre, tient bien la corde, mais avec, du coup, exclusion des clubs européens. Coupe de la Ligue sans les Européens. Et ça, pour le coup, ça serait quand même bien parti, ce qui est quand même plutôt, pour le coup, sympa, je trouve. On en reparlera. Oui, il y a des idées dans tous les cas, c'est pour ça on aura le temps d'en reparler. Donc, on va enchaîner et puis on va vous donner le programme de toutes nos équipes pour ce week-end. Oui, la frappe de Divine. Oui, voilà, magnifique. L'ancienne Marseillaise qui marque contre l'OM, et ça, c'est pas bon. C'est bon, ça voilà. C'est bon. Et on démarre après ce magnifique jingle comme à chaque fois avec les infos de la Fabrique Violette pour la préformation, puisque les U14 ils iront à Lourdes dimanche, les U15 ils recevront Canal Nord, pas Canal Plus Sport, j'ai lu au début. Il sera sur Canal, ouais. Donc ce sera samedi matin, et puis les U16 ce sera match contre Balma samedi après-midi. Du côté de l'académie, ça joue en N3, Vincent. Et oui, c'est la dernière équipe encore en lice côté académie. Déplacement chez le leader, l'Aviron Bayonnais, samedi à 18h au stade Didier Deschamps. Dommage qu'il n'y ait pas Nathan pour faire une imitation. Donc l'Aviron Bayonnais est champion, ils sont largement en tête. Le seul enjeu pour le TFC, c'est de conserver la 3e place, voire profiter d'un faux pas de Colomiers à Pau contre la réserve de Pau pour peut-être terminer second. Et j'ai le commentaire de Pierre qui nous dit: je devrais peut-être aller à Lourdes moi aussi, en parlant de Saint-Etienne. Attends, on arrive. Pour ce qui est des féminines, ça va jouer ce week-end. Alors vous le savez, il y a un match en seconde ligue. Les Toulousaines se déplacent à Marseille, match un peu sans enjeu, puisque les Marseillaises ont validé leur montée en première ligue et le TFC est condamné à finir 3e. Le seul enjeu qui reste finalement, c'est le rôle d'arbitre qu'on va avoir. Le RC Lens est venu gagner au Stadium dimanche dernier, mais a terminé sa saison puisqu'elles sont exemptées sur la dernière journée. Donc si on arrive à battre l'OM, ce sera Lens championne. Si Marseille nous bat,
les Marseillaises prendront le titre de seconde de ligue. En sachant que voilà, bon, j'ai déjà cru entendre ça de la bouche de Camille mardi, mais bon, en tant que Toulousain, on aime bien quand on a l'occasion de gagner contre l'OM, peu importe la catégorie. Et priver l'OM de titre. Ça fait toujours du bien, et priver l'OM de titre. Ça, pour le coup. La R1, par contre, il y a de l'enjeu. Oui, il y a de l'enjeu. Réception des Aveyronnaises du Dreuil FC sur l'annexe Bristaton dimanche à 15h. Les Aveyronnaises sont 7e. Une victoire conjuguée à un faux pas de l'SPTT Montpellier à Gaillac, donc un nul ou une défaite, donnerait le titre de R1 au TFC lors de cette dernière journée. Donc il y a un enjeu et aussi pourquoi pas aller chercher un doublé Coupe Championnat ensuite. Il y a eu une belle saison là quand même. Oui, pour le coup. Et puis si on remet les 3 points les 3 points qui ont été de pénalité qui ont été enlevés suite à un souci parce qu'il n'y avait pas assez de joueuses en préformation, tu remets ces 3 points, il aurait suffi de prendre un point ce week-end pour être champion. On termine avec les U19. Les U19 reçoivent Soyo. Ce sera ce samedi 18h sur l'annexe Bristaton. Je suis fatigué. Bristaton, le TFC second, 4 points de Bordeaux, Soyo 4e à 5 points TFC. Il restera encore un match derrière et mathématiquement, Soyo a besoin de prendre un point sur les 2 matchs pour être sauvé, donc c'est quasiment fait. Et comme on vous le disait, beaucoup de dernières journées de championnat, beaucoup d'avant-dernières journées aussi. On arrive sur la fin, mais il y a l'occasion d'aller chercher quand même quelques places d'honneur pour nos équipes et peut-être un titre, on l'a dit, pour la réserve des féminines. Donc on vous donnera ça, puisque vous le savez, les résultats de tous ces matchs, ils arrivent le lundi à 16h sur tous nos réseaux. Et puis si vous étiez connectés, vous avez vu qu'à 16h, on vous a balancé tout ce beau programme aussi aux mêmes adresses. Donc abonnez-vous à nos réseaux sociaux, c'est là que vous pouvez suivre toutes les équipes du TFC en temps réel. On vous donne le programme et les résultats à chaque fois. Nous, on va enchaîner avec notre débat. Comment évaluer notre stadium ? Le capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les Moussaillons. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui, on va chercher un résultat. Elles sont là, les émotions. Elles sont bas sur le terrain, elles sont dans les jingles de la feuille de match. Bon, débat un peu plus léger aujourd'hui. On s'est creusé la tête et puis finalement, c'est quelque chose dont on parle pas souvent. On en parle quand il y a des problèmes, mais on ne fait jamais vraiment de bilan sur l'expérience qu'on a quand on va au stadium. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai demandé de préparer vos anecdotes, peut-être vos histoires, puisqu'il y a des choses à dire quand même. C'est l'équipe qui a publié cette semaine un classement avec leur propre barème des différents stades de la Ligue 1, donc forcément en tête on retrouve des gros stades. Il y a de tête, il y a le Vélodrome, il y a Geoffroy Guichard, il y a le Parc des Princes. Et le TFC et le Stadium, ils arrivent à la 7e place à égalité avec le Roison Park de Rennes, avec quand même un bilan qui est plutôt positif. Donc 7e stade sur 18, c'est pas mal. Je vais vous donner les notes qui ont été attribuées par l'équipe, donc arbitrairement. Le critère le plus important, c'est toujours l'ambiance et la ferveur, donc qui compte double. Le Stadium a été noté 7 sur 10, donc ça fait 14 sur 20. Il y a des bonnes notes aussi qui ont été attribuées pour toute la partie économique et expérience de pré- et post-match. On a 8 sur 10. Bonne note aussi pour le confort et la visibilité, l'accessibilité et la restauration et les services. On tombe à 7 sur 10. Et là où c'est un peu plus moyen, où le bas blesse un peu plus, c'est pour le niveau de l'innovation et de la modernité. Où on est à peine à la moyenne, on est à 5 sur 10. On sent qu'il y a peut-être besoin de changer des choses, alias la toiture qui prend l'eau. Et on a été aussi noté 6 sur 10 pour ce qui est de l'environnement et de la propreté et de l'histoire et du prestige. Donc avant qu'on rentre peut-être un peu plus dans vos ressentis vraiment personnels à chacun, puisque toi Vincent t'es pas en virage, il y en a d'autres qui le sont. J'ai été un jour, tu sais. Ouais, non, mais chacun vit un peu le stadium de manière différente. Les Sharks, tout ça. Les Sharks, oui, c'est vrai en plus. Les Sharks. Je connais ta vie, Vincent. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on en pense un peu de... Qu'est-ce qu'on en pense de loin? On se dit que voilà, on note le stadium à la 7e place sur tous les stades de Ligue 1 avec une bonne ambiance et des points, des qualités, des défauts qui ressortent. Est-ce que ça vous choque ou ça vous paraît cohérent? Parce que c'était quand même un objectif qui avait été mis sur la table quand Redbird est arrivé, de refaire du stade un moment vraiment de cette fameuse expérience et qui fédère la communauté. Est-ce que toi tu trouves ça cohérent, Fred? 7e sur 18. On joue l'Europe, hein, ouais, c'est vrai. Comme il a dit pareil. Ah ouais, le resto là, c'est. Non, c'est ouais, ça reste alors de l'extérieur. Je veux dire pour les gens qui se déplacent, qui viennent voir les matchs quand leur équipe vient au stadium. Moi, je pense que 7, c'est très 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 cohérent. Pour moi, ça reste le plus beau stade du monde, mais bon.
Moi, je suis pas objectif. Sur la modernité, l'innovation, parce que c'est là où le bas blesse, il faut savoir qu'un stade, ça coûte cher en entretien. Il y a le fameux mot magique dont on n'entend plus trop parler, mais l'amphithéotique. Et toutes les discussions qu'il y avait autour de ce fameux stadium et de l'acquisition pour pouvoir faire tous les travaux qu'on veut et faire venir plein de gens et faire des gros concerts et tout ça. Mais bon, c'est vrai que sur les installations, il y a un peu de... Ouais, ça vieillit. De vieillissement qui se fait sentir. C'est pas encore... Ça fait 10 ans, les rénovations, plus de 10 ans. Hein. C'est pas encore... il n'est pas encore en ruine, mais bon, voilà. Mais pour dire que oui, c'est compliqué d'entretenir un stade, d'avoir de très très belles installations modernes. Non, moi je trouve que le stadium il est beau. On dit que c'est le petit Wembley, c'est pas injustifié. Il est quasiment. Alors moi j'adore ça. Il est quasiment en ville. Ouais, c'est pratique. Ça, ils n'en parlent pas, mais c'est aussi un pour un stade. Voilà, pour moi, à mon sens, c'est très très important. À l'époque où on met les stades maintenant à 30 ou 40 km du centre-ville où je voulais. Voilà, donc je veux dire, moi on me parle du stade de Lyon, oui, mais Lyon, allez-y, vous verrez, il est de la Pampa. Alors dans quel tram? Ouais, c'est ça. Il faut y aller à Dessine. Bordeaux, c'est pareil, c'est de la Pampa. C'est pas en Ligue 1, donc c'est pas il joue à Villeneuve d'Ascq. Voilà. Donc il faut profiter de ça. Tu peux te rendre au stadium en transport en commun très facilement, à pied très facilement, vélo très facilement. Voiture, il ne faut pas trop promouvoir la bagnole, mais tu peux aussi. Tout ça pour dire que c'est un stade, c'est notre stadium, quoi. Le cadre est joli, il est sur une île, 2 bras de Garonne. C'est quand même un stade qui reste atypique, quand même, quelque part, je trouve. C'est un peu le point fort d'avoir ce stade qui est accessible, effectivement. Et la ferveur, en effet, la ferveur est revenue. Ferveur, mine de rien, on se posait la question, encore cette saison, on fait 23, 24, 25 000 des fois à chaque match, malgré les résultats. Et puis, il y a une ambiance qui est quand même maintenant reconnue. On a clairement dépassé l'époque des clichés de Toulouse, la cathédrale. Quand on vient à Toulouse, on est chez nous. Alors ça, c'est surtout, moi j'ai envie de dire quand même, et leur rendre hommage, c'est l'œuvre du virage Bristaton quand même. Oui. Et là où on a des efforts à faire, entre guillemets, c'est sur les latérales. En face, ça reste une tribune famille, on sent qu'il y a de l'engouement, mais bon, une tribune famille, tu peux pas demander de craquer des fumis, faire des tifos et tout ça. Mais tant que l'ambiance reste bon enfant, c'est bien. Mais ouais, sur les latérales, ça manque clairement de puissance, mais bon. On a quand même eu cette année des banderoles communes avec différents groupes, donc on sent que ça peut prendre. Enfin, il y a déjà quand même bonne entente de plus en plus entre tous les groupes, donc c'est quelque chose qui pourrait se voir. Il faut qu'on soit ça, c'est quand le virage était fermé que c'était les Indians en latéral. Mais on est quand même derrière Auxerre, selon l'équipe. Auxerre, c'est quand même terre de foot. Je veux dire, nous, on n'a pas traversé des déserts. Moi, je suis content. Non, mais tout à fait. Mais du coup, il y a encore du boulot. Et tu aimes bien ton stade, Arthur, quand même. Évidemment. Il y a beaucoup d'arguments de Fredo. La localisation, déjà, moi je trouve que c'est exceptionnel. C'est en plein centre-ville. Là, ils sont en train un peu de refaire un peu tout ce qui est autour aussi. Il va y avoir beaucoup d'espaces verts. C'est un cadre vraiment très, très sympathique. C'est facile de s'y rendre, donc ça déjà, super. Le stade en lui-même, c'est subjectif. Moi, je le trouve très beau aussi. Peut-être manque un peu de modernité, mais ça va. C'est pas la Mosson non plus, donc ça va. Et après, pour l'ambiance, oui, c'est... Moi, je dirais bravo surtout aux Indians qui arrivent à mobiliser le virage Brice. Mais il y a quand même peut-être encore un peu de boulot au sein du virage Brice. Peut-être c'est l'apprentissage au fil des mois, des années. Peut-être qu'il y a encore pas mal de gens qui sont abonnés, mais ça vient pas. Mais c'est très positif. En tout cas, il y a une très belle évolution, évidemment. Puis l'affluence, c'est quand même... Et l'affluence, on a 26 000 de moyenne, c'est pas ça? C'est ça, c'est quasiment. Ouais. Sur la saison, j'ai pas le chiffre exact. Je crois que c'est on avait acheté 3, 4, 5 guichets fermés d'affilée. Hein, donc c'est le 12e, et avec... t'as vu le spectacle à domicile Ça veut dire quelque chose, quand même. Ouais. Après, un fantasme sur les autres stades, j'en ai fait 4-5 cette année ou 6. Tu vois, au Parc des Princes, c'est un peu pareil. Le parc, c'est loin de ce qu'il était il y a 25 ou 30 ans. Hein. Il paraît. Tu vois, dans les autres aussi, sur les latérales, ça reste assis. C'est pas non plus c'est pas la folie partout. Non, nous, c'est
7e, ouais, c'est bien. Mais Voilà, bien justement, travaillé. tu parles d'aller dans les autres stades. Il y a une donnée qui n'est pas prise en compte là, mais qu'on voit souvent revenir aussi, c'est les gens qui viennent au stadium, les visiteurs qui viennent au stadium, qui kiffent leur expérience et qui, quand ils arrivent à passer des fois les quelques lacunes qu'il peut y avoir sur l'accessibilité, sur la manière de rentrer dans le stade, d'être à l'heure, etc., qui disent toujours qu'ils sont bien reçus et que c'est un stade que quand tu viens en parkage ou que tu le fais comme ça alors que tu n'es pas supporter du TEF et que tu te fais plaisir une fois ou deux, c'est une bonne expérience le stadium. Ça ne m'étonne pas, hein. C'est quand même très convivial, il y a énormément de familles, et ils ont mis aussi l'effort, l'équipe le dit, hein, sur les avant-matchs, hein, donc c'est vrai que ça devient quand même agréable de venir un peu avant le match pour beaucoup de gens. Tu vois, il y a plein d'animations. Qu'on parlait. C'est un stade sûr, quoi, j'ai envie de dire. Oui. Ah oui, ça c'est clair. Puis c'est famille, tu peux venir. C'est très tranquille. Et c'est vrai que en 3 ans à peine, on est vraiment passé de tous, on arrive 2 heures, 3 quarts d'heure avant le match, à tous, on arrive quasiment à l'ouverture du stade, en fait. Ça, on est tous 2 heures avant, mais parce qu'on sait qu'on va se croiser, passer un moment, il y a quand même pas mal d'espace pour se poser. C'était le journaliste de l'équipe qui fait beaucoup de. J'oublie tout son nom, celui qui fait les vidéos courtes sur Insta. Et qui a fait du coup la même chose au stadium. J'ai vu passer, et c'est vrai qu'il louait le fait qu'il y ait des tables de pique-nique, les guinguettes, les buvettes, etc. Pardon. Et c'est quand même un moment super agréable à Pascal Duprat à l'avion en papier, c'est un moment super convivial à vivre, et ça crée des souvenirs. Donc là, on peut avoir un creux générationnel. On aura quand même des gamins qui ont les yeux qui brillent au bord du terrain, qui quand auront 17-18 ans, qui seront en études à Toulouse, premier truc qu'ils feront, c'est revenir au stadium. Tu veux Pardon, je sais pas si on a eu des, ou peut-être Elliot, toi, on t'a pas entendu, monsieur, j'ai pas de conducteur. Livre-nous, qu'est-ce que tu penses du stadium? Alors je t'avoue, j'y suis pas allé beaucoup de fois cette saison. Ça t'inquiète? Ouais, mais non, mais après globalement ça rejoint tout ce que vous avez dit. Bon, moi j'arrive toujours à la bourre, donc je peux jamais vous parler, mais tout le monde se rejoint, tout le monde se parle, il y a pas mal d'espace, il y a plein d'animations avant le match. Et c'est cool, et ça rend l'aspect assez convivial, et ils nous font vibrer sur le terrain. Pas sûr de la dernière phrase. Ça a peut-être coupé. T'as peut-être non, pardon, mais vas-y, continue. On a confondu avec Liverpool, je crois. J'ai Camille sur les commentaires. Les commentaires sont globalement d'accord avec nous. Il y a Camille qui souligne un truc sur les pistes d'amélioration. Ce que je pense qu'on va glisser sur ça, c'est les fameuses tribunes debout en virage, qui pourrait être le grand axe d'amélioration du stadium. Depuis. Ça fait des années qu'il y avait une expérimentation qui devait être en cours. Je crois que c'était pas à Amiens, où il y avait un club il y avait un club test en Ligue 1 à l'époque qui avait enlevé dans une partie de sa tribune les sièges. C'est qu'il avait servi d'expérience, comme on avait servi d'expérience pour la Pyro, il n'y a pas eu de suite ensuite. Ah, merci Camille, c'était Lens. Et du coup, nous, si on veut être en tribune debout, on est obligé d'arracher les sièges, ce qui se fait régulièrement sur les matchs des champions. Le parkage est comme ça, en tribune debout. Arthur, je crois qu'on y était, c'est à Lorient. Exact. Très bonne mémoire. Ouais. Lorient, c'est vraiment à l'ancienne, c'est des marches en béton. Tout simplement. Debout, et voilà. C'est beaucoup plus simple. Hein. Ouais. Enfin, moi, personnellement, je préfère. Après, il faut savoir aussi que le stade ne sert pas qu'au foot. Oui. Voilà, donc il y a le rugby qui vient de temps en temps. Donc, voilà. Sur la tribune debout, c'est compliqué. Voilà, ça doit être dur pour des supporters, des spectateurs de rugby de rester debout tout le match. Il y a du coup, Camille nous dit qu'il y a Clermont aussi, mais bon, ça c'est différent. Il y a Le Havre d'après Gilou, et il me semble que du coup, à 1-2 à Villeneuve-d'Ornon, il y a une main courante pour les Jordan Bordeaux aussi. Donc, forcément, il y a la tribune debout. Est-ce qu'il y a un meilleur moyen de finir ça? Je sais pas. Non, mais écoutez, on l'aime bien le stadium quand même. Il va nous manquer, même si des fois on préfère regarder ce qui se passe autour plutôt que ce qui se passe sur le terrain. Mais rendez-vous au mois de août, peut-être juillet, s'il y a, je sais pas, s'il y a le match de gala. Le Violetico, là, ou je sais pas comment ils appellent ça. On se retrouvera tous ensemble, mais bon. Même le nom, il est cool, quoi, je trouve. Le stadium. Le stadium municipal. Le stadium Airbus, tu veux dire? Stade municipal. Oh là là. J'ai niqué. Mince. Bon, à très bientôt, cher stadium. Et nous, on va prendre la direction de Saint-Etienne, enfin, on espère. C'est terminé. Le Toulouse sous la Coupe de France 2023.
Et oui, dernière journée de Ligue 1, 34e, puisqu'il n'y a plus que 18 clubs, et puis c'est un déplacement à Saint-Etienne on sait que beaucoup de gens avaient ciblé dans la communauté toulousaine. C'est un club qui n'était plus en Ligue 1 depuis un petit moment, c'est un stade où on a envie d'aller, on se disait qu'il y avait peut-être de l'enjeu sur la fin de saison, sauf que vous avez certainement vu passer l'info si vous êtes fidèle de l'émission, arrêté préfectoral, limite de supporters acceptés en parquage établi à 300, et donc il y a eu une forme d'incompréhension et beaucoup de réactions de la part du club, de la part des groupes de supporters aussi. On a les différents communiqués qui sont là, donc il faut savoir que ça a été annoncé il y a quelques jours à peine, comme ils font à chaque fois. Lundi soir. Le lundi pour le samedi, alors qu'on sait très bien qu'il y a plein de supporters qui avaient déjà engagé des démarches pour s'organiser en termes de logistique pour aller jusqu'à Saint-Etienne. Des frais, surtout. Des frais. Pour rester poli, donc je vais vous lire le communiqué du club qui a annoncé qu'il prenait acte de cette décision, mais qui tombait donc à seulement quelques jours de la rencontre et qui interpelle le club au regard de ses conséquences concrètes sur l'organisation du déplacement. La réduction du parquage visiteur à 300 places soulève des questions légitimes pour les supporters toulousains qui avaient anticipé ce déplacement depuis plusieurs semaines. Le club nous dit qu'il y a déjà plus de 500 personnes qui étaient inscrites, incluant des groupes de supporters, mais aussi des familles et des abonnés indépendants qui avaient déjà prévu leur trajet et payé des hôtels ou des modalités de transport pour se rendre jusqu'au stade. Et donc le club nous dit que, vu qu'il est conscient des enjeux liés à la sécurité, il avait aussi prévu 14 agents de sécurité pour se mobiliser avec les supporters pour aider cette situation et pour anticiper les éventuels problèmes qu'il pourrait y avoir à gérer autant de supporters. Et on termine le communiqué en disant que le Toulouse FC reste pleinement disposé à échanger avec les autorités sur toute solution permettant de concilier les impératifs de sécurité et le droit des supporters d'accompagner leur équipe dans un cadre serein et organisé. Donc le club qui a réagi, et aussi les groupes de supporters qui ont publié un communiqué commun. Donc c'est important de le rappeler parce que ça a été relayé partout, mais il y a aussi forcément les Indiens Tolosa qui se déplacent partout, mais on a aussi les Visca, on a aussi les Oxyfans, on a les Andy Tolosa qui font le déplacement, hein. C'est le deuxième de la saison. C'est ça. Et puis qui se sont joints aussi à cette initiative. Donc là aussi communiqué. Où on nous annonce cette fois que c'était plus de 600 supporters toulousains qui ont d'ores et déjà réservé un déplacement et engagé des frais, qui avaient pour but de remplir un parquage qui aurait pu être beau, qui aurait pu être plein, qui aurait pu finir cette saison en beauté. Et je vous lis le communiqué. Ce lundi, nous avons appris qu'un arrêté préfectoral limitant le nombre de supporters toulousains autorisés à 300 avait été promulgué sans aucun dialogue préalable avec le club et les associations de supporters. Ainsi, ce sont des centaines de supporters qui se retrouveraient aujourd'hui privés de liberté d'aller soutenir leur club. Pire encore, cela obligerait les associations toulousaines à choisir parmi leurs membres, ce qui est bien sûr inconcevable. Les associations de supporters toulousains ont pourtant montré un comportement exemplaire cette saison, en déplacement, en respectant scrupuleusement tous les arrêtés d'encadrement et les points de rendez-vous qui leur ont été soumis. Devant cette situation injuste et injustifiée, nous en appelons à la prise de conscience de tous les acteurs de l'organisation de cette rencontre et nous utiliserons tous les leviers possibles pour que chaque supporter toulousain le désirant puisse accéder au parquage du stade Geoffroy-Guichard. Nous demandons à notre club d'en faire de même et de mettre toutes ses forces dans la bataille pour lutter contre cette décision absurde et défendre les intérêts de ses plus fidèles alliés. Voilà, donc ça c'est l'ensemble des communiqués qui ont été publiés sur les différents réseaux sociaux, des groupes de supporters, du club aussi. La situation, elle est ce qu'elle est. Ça n'a pas l'air de se décanter au niveau des autorités pour l'instant. Le club travaille quand même, ça faut le souligner. Le club travaille, mais on n'a toujours pas, à J-1 du match, on n'a toujours pas de nouvelles. Et ça va se décanter demain. Beaucoup de supporters, 24 heures du match. Beaucoup de supporters sont impliqués, dont 80% de l'équipe de la feuille de match qui avait prévu de se rendre là-bas. Donc on est un peu tous impactés par cette décision que personne ne comprend. Que personne ne comprend. Et du coup, si j'en profite, il n'y a pas de les indépendants peuvent pas se déplacer. C'est-à-dire que c'est que les gros supporters uniquement. Tes supporters toulousains, tu vas aller devant le parquage sera fermé, tu n'auras pas accès. Et techniquement, tu n'as pas le droit d'aller ailleurs dans le stade vu que tu as l'arrêté qui te dit que tu n'as pas le droit, dans la qualité de supporter, d'être autour du stade, etc. Il y a un point de rendez-vous qui a l'air de péage de Vauchette, donc l'autoroute côté Clermont. Et voilà. En fait, il n'y a pas de billetterie sur place. C'est ça. Voilà.
tous les cas, c'est le bordel, mais ça va se décanter. Le mieux qu'on puisse vous dire, c'est de rester branché, de suivre les infos, parce que ça vient gâcher la fête, ça vient gâcher la fin de saison, et c'est terrible de ne pas savoir à 24 heures du match. C'est une honte, participer ou pas. Pour reprendre les mots qui sont quand même très modérés des communiqués, c'est injuste, injustifié. Ça sort de nulle part, évidemment, de manière très lâche, parce qu'au dernier moment, c'est injustifié. Et je sais pas, on était combien quand on s'est déplacé à Liverpool? Combien il y avait de supporters? 2400, je crois. Ok. Voilà. Zéro problème. Voilà. Et là, il y a 600 personnes. Franchement, c'est une honte et un scandale. T'imagines la foule, Arthur, 600 personnes. Quel enfer. Dans tous les cas, on espère vraiment du fond du cœur que la situation pourra se régler, que tous les Toulousains qui le souhaitent et qui ont prévu puissent se rendre à Geoffroy-Guichard, et puis aussi que cette situation serve pour enfin ouvrir cette discussion et ce débat sur la prise en charge des supporters visiteurs dans les stades du foot français, parce que c'est, comme Arthur l'a dit, c'est honteux, et on ne peut que se joindre à tous les groupes de supporters et à tous ceux qui auraient aimé pouvoir y aller et qui du coup vont devoir faire une croix sur cette fin de saison et ce dernier match. Et juste très rapidement, du coup, c'est Camille qui le rappelle, du coup on commande pas au Danu, dernier match. On vous rappelle. Le Danu diffuse par contre, le Danu diffusera le match pour les déçus, mais par contre il n'y aura pas de commentaire de match. Allez messieurs, sur les 10 minutes qui restent, on va quand même s'intéresser un peu aux sportifs. Nous on a l'impression d'être en claquette, on le répète, mais il y a quand même un enjeu puisqu'on affronte la SSE, et normalement on devrait avoir Pierre au téléphone avec nous pour en parler. Tout à fait, salut les gars. Salut, comment tu vas? Ça va super, et vous? Ça va, écoute. Mieux que toi? Moins stressé, j'ai l'impression. Stressé, je suis moins stressé que la semaine dernière, étant donné qu'on s'est offert une finale de plus. Donc, moins stressé, plutôt hâte d'avoir le résultat final. Justement, on va parler de ce match. Donc Saint-Etienne qui joue son maintien en Ligue 1. Je pense qu'ici, en tant que Toulousain, on est plutôt bien placé pour dire que maintien à la dernière journée, ça fait des sacrées émotions. Donc, on attend ce match. Déjà, première question, vous êtes promu certes, mais est-ce que toi tu t'attendais à une saison aussi compliquée avec toutes ces complications, les changements de coach et la galère qui a duré jusqu'à quasiment toute la saison? Alors, est-ce que je m'attendais à une saison aussi compliquée? Je savais qu'on n'allait pas jouer l'Europe, ça c'était une évidence. Honnêtement, moi au début de saison, on m'avait posé la question, j'imaginais une équipe qui allait tourner autour de la 14e, 15e place. Au final, c'est pas du tout ce qui s'est passé. On a plutôt été habitués aux dernières places du classement. Je me remettais un peu les résultats là pour me rappeler les bons moments du début de saison. Et au bout de 5 matchs, on avait déjà pris 15 buts et on n'en avait marqué qu'un seul. Donc le début de saison a tout de suite été très compliqué. Je me rappelle encore de suite 0 à Nice où je me suis arrêté à 6 parce que c'était plus possible, quoi. Donc au regard des recrutements qui avaient été faits de l'été, je me doutais que ça allait être compliqué. Pour autant, est-ce que je me doutais que ça allait être autant compliqué? Non. Je me disais qu'Abdelhamid, c'était une bonne idée. On avait fait 2-3 recrutements. Bon, on avait reperdu Cardona, mais on avait quand même une base intéressante par rapport à d'autres équipes de Ligue 1 avec qui on pouvait largement concurrencer. Le Havre, Montpellier, Nantes, Angers. On n'a pas une équipe moins bonne que ces équipes-là. Mais ça a tout de suite été très compliqué. Après, on s'est mis dans une spirale négative. On en est là aujourd'hui, en fait. Justement, tu nous parlais des buts encaissés. Quand on regarde Saint-Etienne, moi, des fois, de point de vue extérieur, j'ai l'impression que ça joue un peu, mais il y a quand même cette différence de but qui fait mal quand on la regarde. Comment t'expliques, toi, ces trous d'air et autant de buts encaissés sur une saison? Alors, en fait, faut regarder surtout des deux côtés, parce qu'on a eu deux entraîneurs. Les analyses actuelles ont tendance à dire qu'on prend beaucoup de buts parce qu'on a un jeu offensif, mais on prenait aussi beaucoup de buts quand on avait un jeu défensif avec Dalloglio. Donc en fait, notre défense, elle a été friable tout au long de l'année. Et honnêtement, je préfère le jeu qu'on propose depuis Cardeland que le jeu qu'on proposait avec Dalloglio, parce qu'en fait, on perdait et on voyait pas de spectacle, alors que là, on perd, mais au moins on voit un peu de spectacle. Et je pense qu'avec Dalloglio, on ne serait jamais allé chercher un derby, on serait jamais allé chercher une finale jusqu'au bout, alors que le style de jeu d'Orneland, très risqué, nous permet de s'offrir cette finale. Alors qu'avec Dalloglio, on était tous cantonnés derrière. En plus de ça, notre défense était très friable. On a pris beaucoup de buts et
n'avait pas un plan de jeu qui nous permettait d'aller vite vers l'avant. Donc oui, en fait, j'arrive pas à l'expliquer. Je comprends pas comment on peut prendre 75 buts en une saison. Ça me paraît lunaire. On a une moyenne de buts de presque 3 buts par match. La dernière fois, on a gagné 2-0 contre Reims. J'étais avec mon repère, on n'en revenait pas. On n'a pas pris de but, quoi. On n'a pas pris de but sur ce match-là. C'était fou, quoi. C'est une sorte d'hommage, je pense, à la finale à 75, peut-être. Mais sur une saison. Le chiffre 75, quoi, voilà. Ah bah oui, c'est ça. 75 sur une saison, c'est fou. C'est fou, en fait. Sur une saison à 18 clubs en Ligue 1. Ouais, d'autant plus, c'est vrai. Tu nous parlais justement de la victoire contre Reims. Si on regarde la forme de Saint-Etienne, là, j'ai l'impression qu'on est reparti quand même sur une dynamique beaucoup plus positive. Et ce qui vous permet d'ailleurs, comme tu l'as dit en intro, de vous offrir cette finale. Ça va mieux depuis quelques semaines. Bah carrément. De toute façon, ça faisait un petit moment qu'on regardait ces calendriers sur les 5 derniers matchs et on voyait que de toute façon la SF avait un calendrier plus favorable. Donc ça, on le savait. Au final, quand on prend du recul, on se rend compte que on a bien fait de gagner ce derby, parce que sinon on serait déjà en Ligue 2. Et on a le droit de s'offrir cette finale où Le Havre a un déplacement compliqué à Strasbourg. Et nous, on a ce match à domicile contre Toulouse, où j'espère ils vont venir un peu en claquette et ils vont nous la donner. Et après, j'espère que le Strasbourg, qui a fait une erreur à Angers, ne fera pas la même erreur à domicile et fera au moins match nul, qui fait qu'on s'offre ce barrage, j'imagine, contre Metz comme l'année dernière, quoi. Justement, j'en profite, tu me tends la perche par rapport aux Toulousains en claquette ou pas, parce qu'on n'en a pas parlé, mais je vais donner le groupe. Peut-être que toi, les noms te parleront pas, Pierre, mais il y a quand même des absents de notre côté, puisque Sia Bouklal est là, Suazo et Donum ne sont pas là, et puis il y a quelques jeunes aussi qui sont venus remplir ce groupe, donc des absents surtout sur les côtés dans notre système où on joue avec des pistons, nos 2 titulaires qui ne seront pas là, qui risquent peut-être de voir le coach qui lui aussi sera suspendu d'ailleurs, donc l'adjoint du coach faire des choix différents sur la compo, mais voilà. Si je m'intéresse au groupe de Saint-Etienne de l'autre côté, je suis obligé de t'en parler. Il y a quand même un absent majeur qui va nous faire du bien et vous faire du mal, j'ai l'impression, c'est Stassin. C'est ce que j'allais dire, c'est le même manque que à Reims et que contre Monaco et tous les matchs qu'il a manqué. Stassin, depuis janvier, on peut vraiment s'appuyer dessus. C'est d'ailleurs aussi, encore une fois, grâce à l'arrivée d'Arneland qu'on voit s'éclore ce Stassin. Donc évidemment qu'il manque. Pour autant, je pense qu'il sera là pour les barrages si on va les chercher. Et Wadji, il fait un bon match à Reims. Honnêtement, le petit Nguessan contre Monaco, c'était compliqué, mais Wadji fait un bon match à Reims où il a beau être très maladroit, il fait preuve d'une envie où il n'y a rien à lui reprocher. Et je pense qu'on peut aller chercher quelque chose, même s'il n'y a pas Stassin. Ça m'aurait plus embêté s'il y avait, un David Ashvili ou un Cardona en plus qui était absent. Même Bouchouari, que j'aime beaucoup, manque, mais un buteur en pointe, je pense pas qu'il va nous manquer sur ce match-là. Il nous manquerait peut-être plus sur les barrages où là, il viendrait apporter un peu plus, quoi. Et à part lui, est-ce qu'il y a d'autres absents, blessés, suspendus ? Alors, il y a Boaké, mais qui est blessé depuis un petit moment. Et après, sinon, pas d'absents notables qui faisaient partie du groupe. Il y a toujours les mêmes depuis le début d'année. Briançon et compagnie. Mais c'est des joueurs qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu. Donc, non, sinon, il n'y a pas d'absents notables à part ces 2 joueurs. Bon, pour parler du match, tout à l'heure, tu t'espérais qu'on arrive un peu en claquette. Toi, tu t'attends à quoi comme match ? Parce que je suppose que là, la pression est commencé à monter du côté de Saint-Etienne, que tout le monde a un peu hâte que ça arrive. Le stade va être plein. Puis il y a un gros enjeu. C'est vraiment votre destin entre vos pieds sur la dernière journée, quoi. Moi, ce que je me dis, c'est que les joueurs, ils doivent bouillonner, quoi. Ça doit être incroyable de jouer ce genre de match, de se dire que tu as 40 000 personnes qui vont te pousser pour aller te chercher cette chance. Et au pire, on n'aura pas de regret, même si on gagne et que le Havre vient à faire mieux qu'un match nul, on n'aura pas de regret. Donc je me dis que je pense que les joueurs, ils ont hâte. Et c'est des joueurs en plus qui ont connu ces matchs en barrage de Ligue 2. Donc du coup, ils savent un peu cette ambiance qu'il va avoir et je pense qu'ils sont préparés à ça. Honnêtement, à quoi je m'attends sur le match ? Je m'attendais à rien contre Reims. Au final, j'ai un but de Tardieu à la 2e minute qui sort un peu de nulle part alors qu'il n'a jamais marqué de but en Ligue 1. Honnêtement, je m'attends à rien. On peut être étonné à chaque match avec cette équipe. Donc à tout moment,
on met une valise assez rapidement. À tout moment, on est capable d'être mené très rapidement et de revenir. En tout cas, il n'y aura pas 0-0, c'est sûr. Bah, c'est pas écoute, un match où il y aura des... Étant donné qu'on en prend beaucoup, mais on en marque beaucoup aussi. Belle esquive sur le... Je sais pas à quoi m'attendre, mais tu vas pas échapper au prono puisqu'on va terminer avec ça. Je vais demander à toute l'équipe en plateau ce que vous voyez pour le match de demain. Elliot, c'est quoi ton prono? 1-1, King à la 33e. Arthur, Fred, faites-vous rêver. 2-1 Saint-Étienne et à Bouclal pour Toulouse. Fred. Allez, des buts des deux côtés, 3-3. 3-3. Ouais, Intéressant. 2-1 pour Saint-Étienne, but de Magri. Pierre, on termine avec toi. C'est quoi ton prono pour le match de demain? J'aurais dit 8-0 pour laver l'affront contre Nice, mais je vais pas faire ça. Je dirais 2-1 avec un doublé de Cardona. Eh ben écoute, on verra si tu as raison ou pas. Nous, ce qui nous reste à te souhaiter, c'est un bon match. Et puis, je sais pas, on est partagés. On espère faire quelque chose, mais en même temps, ce serait cool de vous retrouver aussi l'année prochaine en Ligue 1. Donc, bonne chance pour demain. Je sais pas si tu seras au stade ou pas. Et puis, bonne fin de saison. Merci bien, et en espérant que on se retrouve l'année prochaine en Ligue 1. Ciao, merci Pierre. Merci Pierre, bonne soirée. Ciao. Salut les gars, ciao. C'était Pierre, supporter de Saint-Etienne, qui a fait cette preview avec nous. On le remercie. Puis on vous remercie à vous aussi de nous avoir suivis encore un vendredi de plus. Le dernier preview, le dernier avant-match de cette saison. En espérant que tout se décante et qu'on puisse faire un beau parquage à Geoffroy Guichard. Par pitié, ceux qui y vont, bon dep les gars. Merci à vous. Merci Arthur, merci Fredo. Merci à toi. Merci à tout Vincent. le monde. Merci Elliot en cabine. Et puis si vous avez raté le début de l'émission, le replay, le podcast arrive très vite. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. À bientôt. Salut. Liberté Ultra.